Bonjour à tous, bienvenue, je suis Ludovic Dupin, directeur de l'information de la SFEN, et nous allons passer l'heure qui vient ensemble pour parler du futur du nucléaire en France. Alors vous êtes plus de 250 inscrits pour ce deuxième épisode de notre série de webinaires sur le thème EPR2, sommes-nous prêts? Je vous rappelle que cette série de webinaires est réservée aux adhérents de la SFEN. La semaine dernière, Catherine Bach nous a présenté le programme Excel d'EDF. Alors ce programme industriel vise à retrouver l'excellence de la filière nucléaire en matière de construction de réacteurs. Nous avons parlé standardisation, soudage, catalogue, relations sous-traitants. Et ce webinaire est à retrouver sur le site YouTube, sur le site de la SFEN sur YouTube. Et déjà, à l'occasion de ce webinaire, de nombreuses questions, de nombreuses de vos questions ont porté sur l'EPR2. On sent la volonté d'en savoir plus sur ce qu'est ce réacteur, comment est-ce qu'il va répondre aux besoins énergétiques de la France, quels seront ses enjeux en matière de sûreté, bien sûr, quelle sera sa capacité d'industrialisation. Et pour parler de ces sujets, nous aurons le plaisir d'écouter aujourd'hui Gabriel Aublin, qui est directeur du projet EPR2 chez EDF, qui va pouvoir nous éclairer sur cette proposition d'EDF. Et comme la semaine dernière, dans un souci de discussion, de challenge, nous donnerons une carte blanche à un intervenant pour avoir un regard extérieur sur ce réacteur. Et cette carte blanche, elle sera confiée à Bertrand de l'Épinois, qui est directeur de la section 4 de la SFEN, c'est la section dédiée à la sûreté et à la protection de l'environnement. Et enfin, et j'ai envie de dire même surtout, nous prendrons vos questions. Alors, si vous regardez votre interface Teams, vous voyez en haut à droite un S noir sur fond blanc. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez poser vos questions et voter pour les questions des autres participants. Et nous les poserons à Gabriel en fin d'intervention. Pour information, l'ensemble de ces webinaires vont servir à alimenter la prochaine revue générale nucléaire que vous recevrez en mars prochain. Mais sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Place à l'EPR2. Gabriel, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la SFEN pour son invitation à cette séance. Je suis ravi d'intervenir avec Bertrand, parce que Bertrand, d'intervenir, vous êtes challengé d'ailleurs plutôt par Bertrand, qui est un ami fidèle du projet EPR2 et qui a eu l'occasion à de nombreuses reprises de nous challenger, de nous accompagner dans nos choix. Voilà, donc quelques mots sur finalement la proposition que EDF, mais EDF et la filière, parce que c'est une proposition commune formulée par EDF et le GIFEN. Quelques mots sur cette proposition que nous avons fait à l'État de construire 3 paires d'EPR2 en France. Cette proposition, elle répondait à une commande. Elle répondait à une commande du président de la République qu'il avait formulée fin 2018 commande vers EDF de lui proposer ce programme de construction. Cette commande a ensuite été reprise dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et EDF a répondu avec le GIFEN en mai dernier, en mai 2021, en proposant de construire 3 paires de PR2 sur les sites, et dans cet ordre, de Penly en Seine-Maritime, de Gravelines dans les Hauts-de-France et de Bugey ou de Tricastin, le choix n'est pas fait à l'heure où on parle, en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette proposition remise à l'État, elle s'inscrit dans le cadre d'une instruction plus large menée par les services de l'État. Cette instruction était structurée en 6 chapitres. La proposition industrielle d'EDF et du GIFEN couvrant les chapitres 2 et 3. Et cette instruction couvrait aussi la question de la justification du besoin. Et là, on est plutôt dans les scénarios énergétiques, travaux menés par RTE pour le compte du ministère de la Transition écologique. Cette instruction couvrait aussi la question du cycle du combustible et des déchets, avec des travaux menés par l'ANDRA. Cette instruction couvrait le sujet du financement, mené plutôt par le ministère de l'économie. Et puis, bien sûr, cette proposition cette instruction couvrait aussi la question des calendriers politiques, des concertations et de la façon d'amener ce programme, sujet éminemment politique et mené par le ministère de la Transition écologique. En novembre dernier, le président de la République a eu l'occasion
de s'exprimer sur ce programme et sur finalement les suites qu'il envisage à cette proposition, en annonçant qu'il allait, pour la première fois depuis des années, relancer la construction de réacteurs nucléaires en France. Cette allocution est évidemment pour l'ensemble de la filière nucléaire et pour EDF en particulier une excellente nouvelle. Ça répond à nos aspirations. C'est bien sûr une annonce qu'il va falloir maintenant décliner, rendre concrète à travers un certain nombre de décisions plus opérationnelles à prendre par l'État pour avancer sur le projet, notamment et pour commencer sur des questions de débat public. Et vous aurez l'occasion de revenir sur ces sujets-là, notamment avec Antoine Ménager, qui interviendra dans un prochain webinaire. Ce programme, c'est une brique dans la question de la préparation du mix énergétique de 2050 pour la France. Ce sujet a été éclairé par les études d'RTE qui ont montré qu'un scénario avec du nucléaire était un scénario favorable, notamment sous l'angle économique. Ce que je voulais illustrer à travers le slide que vous voyez actuellement, c'est que finalement, là, on parle de 3 paires d'EPR. Ces 3 paires d'EPR, ça représente 15% de la production ou du mix énergétique envisagé à cet horizon 2050. Alors, vous savez que personne ne connaît exactement la valeur de la consommation électrique en 2050, donc le 15% est un ordre de grandeur, mais simplement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est finalement 15% environ des besoins en électricité à l'horizon 2050. Ça laisse et ça pose une question sur le complément, c'est-à-dire au-delà de ça, de quoi on parle. Bien sûr, aujourd'hui, en tous les cas, c'est la proposition d'EDF, c'est de viser à cet horizon de temps-là un mix fondé sur des énergies renouvelables et sur du nucléaire. Hein, c'est bien les deux jambes de la transition énergétique. Mais vous voyez que si on vise quelque chose d'équilibré, je donne un exemple, ce programme ne suffira pas. C'est-à-dire que c'est le premier étage à une fusée qui a vocation à construire plus de réacteurs, puisque si on voulait un mix, et vous avez 2 autres scénarios sur le slide qui est sous vos yeux, si on voulait viser un mix de 30% de nucléaire, mais il faudrait avoir un deuxième programme de 6 réacteurs, et si on vise 50, c'est bien au-delà qu'il faut aller. Vous voyez, donc là, on va parler de la première partie de ce programme, en tous les cas, de cette possibilité de construire 15% du mix à l'horizon 2050, les 3 premières paires. On me pose souvent la question de, mais est-ce qu'il ne faut pas tout de suite partir sur beaucoup plus? Est-ce qu'il ne faut pas viser 20, 30, 40 réacteurs en 2060, etc. C'est une vraie question. À ce stade-là, notre fil conducteur est d'abord que si on veut pouvoir répondre un jour à cette question-là, il faut d'abord se laisser le choix possible et que donc il faut avoir une filière nucléaire en ordre de marche, efficace, et une filière nucléaire en ordre de marche, c'est une filière qui construit. Et donc ce programme de 3 paires, c'est déjà c'est le meilleur chemin, je dirais, vers une accélération ensuite. Le deuxième point, c'est que je crois que dans notre filière, nous avons tendance à beaucoup nous projeter sur ce qu'on fera en 2100 et au-delà. C'est assez intrinsèque à notre industrie du temps long. Mais aujourd'hui, sur notre sujet, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2022, qu'est-ce qu'on fait en 2023, et en particulier, est-ce qu'on décide ou pas de construire et à quel rythme on engage ce programme, dans quelle dynamique on met la filière nucléaire, hein, comment l'industrie nucléaire se remet en mouvement pour attaquer ces constructions des 6 premiers et accélérer, soit en deuxième partie de programme, soit au-delà. Voilà pour ce scénario, hein, pour vous montrer comment se positionne cette proposition de construire 3 paires d'EPR dans finalement la construction du mix énergétique de 2050. Ce que nous proposons, c'est de construire des EPR. C'est un choix pragmatique. C'est aujourd'hui le seul modèle qui est directement disponible pour la construction. Et donc, nous proposons de construire des EPR
sous une variante que l'on appelle EPR2, et je vais vous en dire quelques mots. Alors, pourquoi on parle d'EPR2? L'EPR2, c'est une version optimisée de l'EPR, donc ça s'inscrit dans la famille EPR. C'est des réacteurs de forte puissance, des réacteurs de génération 3. On est sur le même niveau de puissance que l'EPR, les 1670 MW électriques que peut délivrer cette chaudière. Ce réacteur EPR2, il va d'abord chercher à capitaliser sur toutes les forces de l'EPR, sur tous ses atouts, et à commencer sur ses performances dans le domaine de la sûreté, dans le domaine environnemental. On parle là d'un réacteur dont les performances de sûreté font consensus dans le monde. C'est un réacteur qui est licencié dans 4 grands pays nucléaires. Leurs autorités de sûreté se sont positionnées, ont validé ce réacteur. Et s'il y a bien un sujet où finalement on est assez peu attaqué, c'est les performances de sûreté de l'EPR qui font consensus. Il en est de même de ses performances environnementales, dont on parle parfois un peu moins. Mais aujourd'hui, c'est un réacteur qui a été conçu pour avoir un usage du combustible en particulier, très efficace, mais aussi des performances en termes de rejet ou autres qui sont très optimisées. En revanche, il faut bien reconnaître que sur nos chantiers précédents, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, notamment sur le chantier de Flamanville, pour les construire. C'est-à-dire que ces réacteurs, leur construction n'a pas été simple, c'est peu de le dire. Et donc, tout l'objet du réacteur, du modèle EPR2, ça va être de capitaliser sur ce qui a fait la force de l'EPR, mais aussi de prendre en compte ce retour d'expérience dans le domaine de la construction, en prenant en compte, en industrialisant le réacteur, en facilitant sa construction, en lien avec les entreprises de la filière. Tout ça en se projetant dans un mix électrique, dans un horizon de temps où nous aurons besoin de réacteurs qui sont très manœuvrants, puisque dans des mix où il y aura beaucoup d'énergie renouvelable, beaucoup d'énergie intermittente, mais aussi de réacteurs qui s'insèrent dans une France de 2100. C'est bien cet horizon de temps-là qu'on regarde pour le fonctionnement en fin de vie de ces réacteurs, donc qui prennent en compte dès maintenant des enjeux de changement climatique dans la conception, notamment des niveaux de température, de l'eau, de l'air, qui sont adaptés à cet horizon de temps-là. Et puis, dernière chose, c'est que cet EPR2, ce projet, il est structuré dans une logique de programme. On renoue là avec ce qui a fait le succès de la construction du parc et on va aller chercher au maximum un effet de programme. On propose donc de construire 3 paires de réacteurs et on envisage de les construire que sous forme de paires pour bénéficier de cet effet de mutualisation sur le site qui est extrêmement favorable à la fois dans le domaine des compétences et des coûts. Le programme, vous avez là les éléments sur le slide, on part sur un programme avec environ 4 ans entre chaque paire de réacteurs et 18 mois entre chaque tranche. C'est le rythme qu'on propose pour démarrer. Il sera toujours temps ensuite d'accélérer. Quelques éléments de design. Alors, je vous le disais, on est sur un réacteur de 1670 MW. C'est un réacteur où on va réutiliser la chaudière, le groupe turbo-alternateur de l'EPR. Donc, on reconduit ces équipements-là. On va reconduire les référentiels de sûreté en termes à la fois d'exigence, de performance visée. Donc, dans ce domaine-là, on est dans de la reconduction. Et en particulier, vous savez, pour la fabrication des équipements de la chaudière de l'EPR, notamment de Flamanville, on a eu besoin de réapprendre, de roder les outils industriels. Il faut capitaliser sur ce travail. À côté de ça, on cherche à simplifier la construction. Et puis, on a apporté un certain nombre de simplifications dans le design, notamment parce que ce projet est à destination des exploitants français. Il n'y a plus d'enjeu aujourd'hui, en tous les cas à ce stade, à construire ces EPR en Allemagne. Et donc, un certain nombre de spécificités qui venaient des exploitants allemands ont été abandonnées parce que non utilisées par l'exploitant français. On peut citer par exemple le fait d'intervenir dans le bâtiment réacteur quand la tranche est en fonctionnement.
qui est une spécificité du convoi allemand, qui aujourd'hui n'est pas valorisé par l'exploitant français. De même, l'exploitant français n'a pas du tout les mêmes approches de maintenance sur les trains de sauvegarde, ce qui a pu permettre d'apporter un certain nombre de simplifications. L'ensemble de ces simplifications, on les a bien sûr construites avec l'autorité de sûreté française, et on a eu de nombreux échanges avec l'autorité de sûreté pour nous assurer que ces modifications apportées à la conception de l'EPR lui convenaient et qu'elle était en phase avec nos choix. Ça a été évident, et je préfère le dire quand même, qu'il est hors de question qu'il y ait une quelconque régression dans le domaine de la sûreté avec les EPR2. Ce n'est pas du tout ce qu'on vise. Au contraire, on vise à prendre le retour d'expérience, ce qui est toujours favorable à la sûreté. On a, dans l'interaction avec l'autorité de sûreté nucléaire, nous avons déposé un dossier d'option de sûreté en 2016. Il a été instruit, il y a eu un certain nombre de groupes permanents réacteurs, auxquels d'ailleurs Bertrand a eu l'occasion de participer. Il y a eu un certain nombre d'échanges, d'instructions avec l'IRSN. Il y a eu un avis positif qui a été rendu par l'ASN en juillet 2019, qui appelait un certain nombre d'actions de suite, et notamment 2 instructions complémentaires qui ont été menées ensuite autour des sujets de chute d'avions militaires, sujet sur lequel le point ouvert a été clos par l'autorité de sûreté nucléaire début 2021, et puis une instruction très dense autour du sujet de l'exclusion de rupture. Sur l'exclusion de rupture, l'autorité de sûreté nucléaire avait un certain nombre de questions autour du retour d'expérience de Flamanville 3. Elle a demandé un certain nombre de compléments que nous avons transmis, qui ont été instruits et qui ont conduit à cette position en septembre dernier de l'autorité de sûreté nucléaire, validant la reconduction du principe de l'exclusion de rupture sur le CPP et le CSP donc sur le circuit primaire principal et secondaire principal de l'EPR2, moyennant un certain nombre de mesures compensatoires sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez dans vos questions. Voilà, donc ça a clos l'instruction du dossier d'option de sûreté. On a depuis déposé en février dernier le rapport de sûreté, le rapport préliminaire de sûreté dont l'instruction a commencé, qui est évidemment une brique essentielle du futur décret d'autorisation de création. Alors, je ne vais pas les développer, mais il y a des démarches de même nature qui sont conduites dans le domaine sécuritaire. Et puis, il y a eu un énorme travail de fait autour des codes pour disposer de codes AFSEN, valant présomption de conformité, notamment à la réglementation ESPN, qui nous avait posé quand même pas mal de difficultés sur Flamanville 3. Donc, la version 2018 du code, qui est celle utilisée sur EPR2, là je parle du RCCM, et a été un gros travail de mise à jour, de prise en compte de la réglementation ESPN, et puis maintenant de déclinaison dans la filière industrielle. Quelques exemples des leviers d'optimisation que nous mettons en œuvre. Donc, vous avez là d'abord des leviers autour de la constructibilité. Je ferai un zoom juste après. On va parler de préfabrication, voire de modularisation pour au moins un bâtiment. Un énorme travail d'industrialisation du produit avec la filière industrielle. Là-dessus, on bénéficie de l'élan donné par le plan Excel. Et j'imagine que Catherine a pu revenir sur ces sujets-là lors du précédent webinaire. Un énorme effort de digitalisation de l'ingénierie autour du programme Switch, avec à la fois un déploiement de PLM, à la fois un énorme travail autour des maquettes 3D, 4D, etc. Et puis une volonté de travailler de façon très différente avec les entreprises de la filière. C'est quelque chose qui est au cœur du plan Excel, au cœur de ce que nous voulons faire sur le projet EPR2, dans des approches beaucoup plus collaboratives, où la convergence d'intérêts est beaucoup plus forte, mais aussi dans des modèles de répartition des risques plus équilibrés entre EDF et les entreprises de la filière, tout en cherchant, par ailleurs, à être beaucoup plus clair dans ce qu'on demande aux entreprises. Et la clarté, c'est aussi un niveau d'exigence. Et donc, un travail
d'explicitation de nos attendus. Quelques exemples de constructibilité. Hein. J'ai insisté là-dessus au début en disant finalement quand on parle de PR2, de quoi on parle? On cherche prioritairement à travailler dans le domaine de la constructibilité. Vous avez là 3 exemples. Des exemples dans le domaine du génie civil. Les grandes entreprises du BTP françaises ont été présentes dans le projet directement pendant plusieurs années pour travailler sur la simplification des structures, la correction des singularités. Actuellement, ce sont les entreprises de montage électromécanique, notamment mécanique, qui sont là dans le projet pour travailler directement dans les maquettes sur la facilitation de la construction, du montage. Il y a un énorme travail de fait pour réduire le nombre d'épreuves hydrauliques à réaliser sur le chantier. Et puis, vous avez à droite les cas un peu extrêmes, c'est-à-dire là, on va aller chercher sur de la modularisation complète des bâtiments. Vous avez le cas particulier du bâtiment électrique non classé, le HF, où là, on va aller chercher de la modularisation complète, c'est-à-dire que le bâtiment va arriver par conteneur sur camion. Ça permet de réduire le nombre d'activités sur site. Voilà. Là, quelques exemples de maquettes, de transformation digitale. Je ne vais pas être trop long sur cette partie-là. On pourra y revenir dans vos questions. Vous montrez aussi le travail qui est fait avec les futurs exploitants autour de la prise en compte du facteur humain. Vous savez que l'exploitant avait émis un certain nombre de réserves sur notamment Flamanville 3, sur le fait que des salles étaient trop petites, que certaines opérations de maintenance étaient rendues difficiles par l'installation générale, etc. Sur le fait que dans le contrôle commande, il pouvait y avoir parfois trop d'informations, etc. Voilà, donc un gros travail de fait par les ergonomes avec les futurs exploitants pour répondre à ce retour d'expérience. Pour vous donner un chiffre, à l'heure où on parle, sur le projet EPR2, il y a 700 fiches de REX, donc de retour d'expérience, qui sont complètement prises en compte. C'est-à-dire qu'on les a clos, fiches d'expérience venant évidemment de l'ensemble des chantiers EPR précédents menés par EDF ou Areva à l'époque. L'histoire n'est pas finie, puisque une part significative de ces fiches de retour d'expérience portent sur des phases ultérieures du projet, en phase de construction au-delà. Aujourd'hui, où nous en sommes? Nous avons terminé le Basic Design. Donc, nous avons émis le rapport préliminaire de sûreté qui termine le premier cycle en V de la conception. Nous avons remis notre proposition à l'État, qui est une proposition chiffrée sur laquelle on annonce le coût du programme, les risques, les plannings, etc., les modèles d'exécution. Et puis, nous avons négocié, nous avons lancé un certain nombre d'appels d'offres pour à la fois adosser notre proposition à l'État sur des offres des grands partenaires industriels, mais aussi aujourd'hui, et j'y reviendrai, à ce programme de contractualisation, d'établissement des contrats, et là pour donner de la visibilité à la filière et sécuriser le detail design. Donc la phase dans laquelle nous rentrons aujourd'hui est une phase où on va accélérer sur les études détaillées. Donc on va rentrer dans des phases d'études, on poursuit l'effort d'ingénierie pour augmenter la maturité du projet au premier béton. C'est une phase très active de procurement, donc on lance beaucoup de procédures d'achat, voire on signe ces contrats, on engage certaines fabrications, en particulier, nous avons été amenés à lancer les premières fabrications d'éléments forgés dans les usines de Framatome, au Creusot en particulier, pour à la fois pérenniser les compétences, mais aussi engager les pièces dites de qualification technique. Vous savez que c'est une séquence qui est longue. Et puis, nous préparons l'ouverture du chantier. Et nous préparons les premiers sites, et en particulier le site de Panly, avec un travail très actif. Aujourd'hui, ce que nous visons, c'est d'ouvrir le site en 2023. C'est donc un effort très important de gréement, de préparation, d'organisation, pour être prêt à ouvrir le site dès 2023. Quelques éléments de planning, j'en ai cité les principaux, vous voyez la séquence telle qu'elle s'organise. Je ne vais pas trop détailler ce transparent. Si vous avez l'occasion d'être au webinaire avec Antoine Ménager, il y reviendra sur cette séquence de préparation. Vous voyez, notre challenge aujourd'hui, c'est d'abord de pouvoir lancer le débat public, d'obtenir derrière ce débat public la décision de réaliser le programme, et puis ensuite on aura une phase d'enquête publique,
un permis de construire et puis des travaux préparatoires pour mettre en service Penly 3 et Penly 4 à l'horizon 2035-2037. Je voulais insister sur l'énorme effort qui a été fait sur les plannings de construction. Il faut bien reconnaître que le planning que nous avions proposé pour construire Flamanville 3 souffrait d'un manque de crédibilité. La suite de l'histoire a pu le confirmer. Et donc, nous avons fait un énorme travail de préparation des plannings de construction. Ce travail a été réalisé par les équipes qui ont fait les chantiers des EPR. C'est eux qui ont préparé ce planning, injecté les activités dans ce planning. Un énorme travail de modélisation a été fait. Vous en voyez une d'ailleurs qui tourne à l'écran. C'est des modélisations dans des maquettes en 4D qui permet de dérouler le chantier de façon anticipée. Alors là, la maquette que vous voyez tourner, c'est une maquette de travaux préparatoires. On est sur des excavations ou autres, des réservations. Bon, le même type de travail est fait sur des maquettes de montage dans des bâtiments. Soit on monte le génie civil, le montage du génie civil est monté de la même façon. On a aussi des maquettes de montage mécanique ou autre. Voilà. Donc les équipes de la construction se sont attachés à sécuriser, à crédibiliser le planning que l'on annonce à l'État. Quelques mots sur les stratégies d'achat. Vous l'avez compris, ce qu'on propose, c'est un programme. Et on propose aujourd'hui, on a une approche qui est complètement programme. C'est vrai dans le design, les études sont génériques, les qualifications sont génériques, c'est exactement ce qu'on a fait pour le parc. Le rapport de sûreté est générique, et à chaque fois, on va trouver quelques addendums, sites spécifiques. Donc, on ne prévoit pas de reprise d'études pour la paire 2, pour la paire 3, sur les bâtiments de l'îlot nucléaire, pour être concret. On va travailler avec un design générique. De la même façon, les contrats, eux, sont passés pour 3 paires. C'est très important. C'est important parce que notre effort de contractualisation vise à donner de la visibilité à la filière industrielle et à la filière nucléaire française, à la fois pour lui permettre d'investir dans l'outil industriel, mais aussi pour investir dans les compétences et leur permettre de se préparer à ce programme de 3 paires de réacteurs. Nous avons aussi besoin de contractualiser pour disposer des études fournisseurs suffisamment tôt pour avoir les plans du génie civil suffisamment tôt avant la construction. Notre stratégie d'achat, vous le voyez, elle va chercher d'une part à bénéficier au maximum de cet effet de série, c'est-à-dire qu'on va contractualiser avec un poste d'études et qualifications, puis ensuite des ordres d'exécution pour chaque paire, sans reprise des études et des qualifications. Là, je suis plutôt pour les marchés d'équipement. On va chercher à intégrer au maximum les entreprises dans le projet, dans ce qu'on appelle l'entreprise étendue. Et puis, bien sûr, et là c'est tout le sujet Excel, on a une approche de la contractualisation beaucoup plus équilibrée. Nous avons renforcé les systèmes de qualification des fournisseurs en amont. On demande des certifications ISO 19443, etc., etc. Et puis le dernier point, mais pas les moindres, c'est que nos contrats sont faits pour favoriser l'emploi local et pour favoriser soit des contrats directement passés localement, soit la sous-traitance locale. Et donc, pour toutes les entreprises de la filière, on les incite à travailler leur ancrage territorial autour, là, si on est sur Penly, autour de Penly, mais ce sera vrai pour les suivants, et favoriser au maximum les retombées dans la zone de l'ancrage territorial de Penly. Je ne vais pas m'étendre sur le programme Excel. Je pense que vous avez pu l'aborder précédemment. C'est bien sûr très lié, le programme Excel et le projet EPR2. Quelques éléments sur les compétences. Le programme dont on parle là, ça représente, pour faire simple, environ 30 000 emplois pendant 20 ans pour construire. Donc on est sur un effort qui est très significatif en termes de compétences, de ressources. C'est évidemment un enjeu majeur pour la pérennité de la filière nucléaire française, mais il faut aussi reconnaître que c'est un effort énorme de recrutement, de formation dans des métiers de l'industrie et souvent autour des usines et des chantiers. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation
Je suis désolé, j'ai peut-être été un tout petit peu long. Et je vais tout de suite passer la parole à Bertrand. Je vais faire juste une petite transition. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation très claire, très complète. Alors, vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées dans l'interface de questions. Alors, je vous rappelle à tous, n'hésitez pas à aller poser des questions, à voter pour des questions en appuyant sur le petit S en haut à droite de votre interface Teams. Et effectivement, tout de suite, la parole à Bertrand pour commenter cette proposition d'EDF. Et on prendra les questions d'ici 5-10 minutes. Merci, Gabriel, de nous avoir fait cheminer avec le projet EPR2. Ce n'est pas tous les jours que l'on conçoit un nouveau réacteur nucléaire. Et c'est encore moins tous les jours que l'on engage un programme de renouvellement du parc. Et cette aventure, parce que c'est une aventure technique, industrielle et humaine, résonne un peu avec mes premières années d'ingénieur au SSCN, lorsque nous avons rédigé les lettres de 1991 et 1993 ou 14 sur les objectifs de sûreté des futurs réacteurs, les prochains réacteurs qui devaient remplacer les plus anciens lorsqu'ils arriveraient à l'échéance de leur exploitation. Et le premier grand choix, qui était un choix collectif, un choix de l'industrie validé par toutes les autorités, c'était de s'orienter vers un modèle évolutionnaire plutôt que révolutionnaire, pour pouvoir tirer parti du REX, de toute l'expérience accumulée pendant une douzaine, une quinzaine, une vingtaine d'années d'exploitation. Et en y injectant les connaissances qui étaient issues de Three Mile Island, de Tchernobyl, du vaste programme de R&D sur les accidents graves et les toutes nouvelles études probabilistes de sûreté. Donc, tu as bien montré en quoi le PR2 est évolutionnaire et pourquoi, pour tirer parti du retour d'expérience des premiers EPR et progresser grâce à ça. Alors, à ce titre, au moment où la conception de l'EPR2 a démarré, il y avait les EPR, cette volonté d'optimiser, il y avait son REX, il y avait aussi un certain nombre d'idées, de nouveaux concepts, de nouvelles technologies, d'innovation. Et avec cette question toujours délicate, comment équilibrer les choses entre ce que l'on réplique, ce que l'on reproduit, ce que l'on optimise et ce que l'on prend de nouveau, de plus innovant. Et finalement, il serait peut-être intéressant que nous explique comment règle ces équilibres entre l'innovation et la stabilité, entre les solutions éprouvées et un peu d'innovation. À propos de REX, d'ailleurs, le REX continue pendant la conception, notamment le REX des EPR, avec les démarrages, les premières années d'exploitation. À un moment donné, on a besoin de figer le design d'un projet en cours pour le lancer, mais aussi il y a le REX qui continue et qu'il faut pouvoir intégrer le cas échéant. Et comment est-ce qu'on gère cette double contrainte et finalement comment dans le projet EPR2 aujourd'hui se branche-t-on sur le REX d'exploitation des EPR et comment est-ce qu'on l'intègre? Tu as parlé du REX d'exploitation au sens plus large, les 700 fiches de REX. EDF est en effet à cette caractéristique relativement unique au plan mondial d'être à la fois le concepteur et l'exploitant de réacteurs nucléaires. Et dans la pratique, comment est-ce qu'on procède au-delà des fiches pour intégrer en conception les leçons de 40 ans d'expérience d'exploitation, le savoir concret de l'exploitant et l'expérience quotidienne, pas forcément dans des fiches. Comment se font les transferts concrètement? Enfin, on l'a vu au travers des transparents, le projet se transforme. Et c'est avec beaucoup de plaisir, d'attention que je l'ai suivi depuis le début. Au début, on réfléchit au modèle, à ses grandes caractéristiques, aux grandes options, au nombre de trains, au nombre de pompes, une enceinte, deux enceintes, quelle architecture est électrique. Et puis après, on réfléchit plus précisément au matériel, et donc on intègre des fournisseurs, et on pense fabrication, chaîne industrielle, et on se projette vers un chantier. Comment est-ce qu'on va fabriquer, comment est-ce qu'on va construire, quelle méthode de génie civil, quelle préfabrication, où est-ce qu'on préfabrique, où est-ce qu'on stocke ce que l'on préfabrique, et puis des sites se dessinent, et donc avec des questions très concrètes, très pratiques.
quel soubassement géologique, qu'est-ce qu'il faut faire comme terrassement à tel ou tel endroit, où est-ce qu'on va stocker le matériel, quels seront les accès au site, où est-ce qu'on évacue les gravats, où est la base vide. Et donc, comment, peut-être, tu peux nous dire de l'intérieur, comment s'opère ce changement au sein de l'équipe projet? Comment est-ce qu'elle se transforme dans ses compétences, dans son organisation, dans ses méthodes? Et, et que tu l'as évoqué, comment est-ce que s'opère le transfert des chantiers de PR vers ceux de l'EPR2? Et est-ce que le calendrier que nous avons est favorable de ce point de vue-là pour bénéficier de l'expérience très concrète, qu'elle soit individuelle ou collective, des chantiers et pour l'intégrer, pour l'incorporer dans cette expérience très concrète qu'il y aura bientôt de la construction de EPR2? Voilà quelques éclairages et questions, puisque mon rôle était de proposer un challenge bienveillant, du côté du challenge et de la bienveillance. Merci beaucoup Bertrand, effectivement c'est très intéressant. C'est intéressant cette question de la stabilité la continuité, l'équilibre entre la stabilité et l'innovation sur le retour d'expérience des EPR actuels en cours de démarrage. On a vu plein de choses, on a vu OL3, une merveilleuse nouvelle en début d'année. Effectivement, Gabriel, si vous pouvez répondre un peu à tous ces éléments en quelques minutes pour qu'on puisse prendre les questions après des participants, ce serait formidable. Oui, la question de la juste distance entre une stricte réplication et une innovation complète, c'est bien sûr une question à laquelle personne a complètement la réponse. Hein. C'est une préoccupation continue d'une recherche d'équilibre entre prendre le retour d'expérience et de ne pas s'éloigner de la référence. Bon. Dans le design, ça a été un très gros sujet des années 2016-2017. Il y a eu beaucoup de revues. Vous savez qu'à un moment, on a exploré ce qu'on a appelé le PRNM, dont on a jugé qu'un certain nombre de modifications étaient trop lourdes par rapport et nous éloignaient trop de la référence EPR. Donc on est revenu, on a abandonné un certain nombre de modifications pour être plus proche, pour bien rester collé à Flamanville 3, enfin, ou à l'EPR. Mais dans le même temps, bien sûr, si on veut améliorer la construction, industrialiser, ça sous-entend d'apporter un certain nombre d'évolutions. Voilà. Donc cet équilibre, il est difficile. Il est aussi important de le maîtriser dans le temps. C'est-à-dire que des questions sur des choix de conception sont pertinentes dans une phase du projet, mais il faut aussi savoir s'arrêter et dire à un moment, stop, maintenant on est dans une phase où bien sûr on prendra en compte le retour d'expérience s'il y avait un événement notable sur un autre EPR ou sur le parc, etc. Bien sûr que la sûreté restera un sujet de préoccupation et prise en compte du retour d'expérience. Néanmoins, il n'est plus temps de débattre, de savoir si on aime les équipements comme ci, comme ça ou autre. Et la phase où on est aujourd'hui est une phase qui est très importante pour intégrer le retour d'expérience plutôt justement du procurement, donc du lien avec la filière industrielle, la façon de travailler avec les entreprises. C'est maintenant que ça se joue, puis après ce sera trop tard. Les contrats seront signés, les contrats auront démarré. C'est plus le moment d'avoir plein d'idées sur ce qu'on aurait dû mettre dans les contrats. Et puis arrivera le moment où le chantier aura démarré. Voilà. Donc moi, je suis très attaché à ce que le retour d'expérience, à la fois doit être pris en compte, il faut le peser, est-ce qu'il est pertinent ou pas d'évoluer, parce que bien sûr, le but n'est pas de tout recommencer, mais aussi qu'il arrive au bon moment et que le retour d'expérience soit pris en compte là où il doit être pris en compte en termes de temporalité, mais aussi qu'après, on accepte tous que ce n'est plus le moment. Voilà. Donc, c'est un point d'équilibre qui est difficile. L'innovation est multiple parce qu'on pense spontanément à des innovations de design, mais il y a aussi des innovations organisationnelles. On était, il y a quelques semaines, à Flamanville 3, il y a eu un énorme travail fait par des sociologues externes à l'entreprise EDF autour du retour d'expérience de Flamanville 3 d'un point de vue sociologique. Les dynamiques d'équipe, le fonctionnement, l'organisation. Ce retour d'expérience, c'est bien sûr une invitation à l'innovation. Il y a des choses à voir différemment. Voilà. Et donc, on a des innovations possibles dans de très nombreux domaines.
Aujourd'hui, le temps n'est plus tellement à l'innovation technologique pure ou dans le design, c'est plus le sujet, mais par contre, dans les méthodes de travail, dans la façon de travailler avec les entreprises de la filière, il y a matière à innover. Peut-être un mot sur la question de la circulation des équipes, de l'accès au retour d'expérience, parce qu'effectivement, Bertrand, tu l'as dit, c'est quelque chose que je partage complètement. C'est-à-dire que dans le retour d'expérience, il y a des dimensions de procédure, c'est-à-dire on écrit un événement de retour d'expérience et on le transmet à celui qui en aura besoin le moment venu. Mais dans le retour d'expérience, il y a aussi une dimension très humaine. Les personnes portent le retour d'expérience. Et il est très important que dans les projets type EPR2, on ait des personnes qui viennent avec un vécu de chantier, un vécu de procurement ou autre. Il faut donc organiser cette circulation des équipes. Il faut s'assurer de leur diversité. C'est très important d'avoir des personnes. Certains dans le projet ont vécu au F3, d'autres ont plutôt vécu Taishan, d'autres ont plutôt vécu le parc, d'autres Flamanville, etc. D'autres arrivent d'Hinkley Point, parce que maintenant, il y a aussi des gens qui reviennent d'Hinkley Point. Bon. Et c'est bien cette diversité qui est importante de gens qui ont des expériences complémentaires qui viennent apporter dans le projet par la circulation des équipes. Et on tombe là sur un savant équilibre entre ne pas renouveler en permanence les équipes, parce qu'on a besoin de continuité, et en même temps accueillir en permanence des gens qui ont une expérience du chantier. Alors, on a quand même un avantage, c'est que le projet grossit beaucoup, donc ça nous laisse beaucoup de place pour accueillir du monde. Voilà. Dans cette respiration ou dans cet accueil de personnes ayant cette expérience des chantiers, mais des usines aussi, hein, c'est important d'avoir des gens qui viennent des usines. Bon. Évidemment, on a un travail particulier avec des sites, des chantiers qui sont en cours de dégrément, hein, pour faire en sorte que quelqu'un qui aujourd'hui travaille sur le chantier de Flamanville puisse aller travailler sur le chantier de Panly avec parfois besoin de gérer une petite période intermédiaire. Et donc, on a une réflexion, on travaille autour de ces sujets-là pour proposer ces parcours. De la même façon, la DPN, l'exploitant, nous aide autour de la question des pépinières pour avoir des personnes qui ont une expérience de terrain, de chantier, de travaux sur les sites, une culture du nucléaire forte avant de basculer sur le chantier. Puis le dernier point sur lequel je voulais réagir, c'est que effectivement, le projet évolue dans le temps. Aujourd'hui, il y a bien sûr toujours les équipes d'ingénierie qui font du design, etc. Mais le projet a beaucoup évolué. Actuellement, on a une forte part donnée à la partie contractualisation. Donc, le projet a beaucoup grossi depuis 18 mois autour des project managers, donc les gens qui pilotent des contrats, les acheteurs. On a réussi et nous en sommes très fiers. Et c'est vraiment on le voit beaucoup à la direction des achats. Les acheteurs, aujourd'hui, sont directement intégrés dans les équipes d'ingénierie. Ils travaillent main dans la main. En général, c'est les deux bureaux adjacents pour vraiment avoir une approche très projet de ces opérations. Voilà, donc le projet a beaucoup grossi dans le domaine des achats. Et là, actuellement, la grande nouveauté, l'accélération, c'est la dimension chantier. Ouvrir un site, c'est 100 personnes en 2023 qu'il faut mettre sur le site de Panly. Alors, ça, c'est un effort très important. Ça nous pousse beaucoup sur des questions de débat public, de permitting, d'autorisation administrative. Voilà, donc effectivement, il y a ce renouvellement très important dans les équipes. Merci Gabriel pour ces réponses, c'est très très clair. Et puis on va pouvoir attaquer les questions. Alors c'est la bagarre dans les questions, à quelle sera la plus populaire. Et vous verrez qu'il y a plein de thèmes différents, ça parle de mix, ça parle d'industrie, ça parle de climat. Mais la première, étonnamment, alors qu'on fait un webinaire sur le programme industriel français, la première question la plus populaire parle d'export. Est-ce que les EPR proposés à l'export, en Inde et en Pologne, sont aussi des EPR2? Non. Non. À l'export, nous proposons des réacteurs qui sont des copies de ce qu'on a déjà construit. Et donc, aujourd'hui, nous proposons sur l'Inde des réplications de l'EPR, référence Flamanville, etc. Voilà, donc, en fait, on essaye de renouer avec finalement ce que font tous les autres grands industriels du nucléaire dans le monde, c'est-à-dire qu'on fait évoluer la gamme d'abord sur son marché domestique et à l'export,
où on a un challenge énorme autour déjà de la projection dans un pays différent, ben, on propose des réplications. Je ne vais pas vous faire un cours sur la stratégie des Russes, mais vous verrez qu'ils appliquent ces règles à la lettre. Et vu le nombre de marchés qu'ils gagnent, ben, avec modestie, on se dit qu'ils ont probablement une bonne idée. D'accord, je vois. Alors, une question essentielle qui vient de surgir en première place tout d'un coup, et j'espère que vous pourrez nous répondre. Peut-on espérer une décision de lancement avant la présidentielle, donc avant fin avril? Alors, c'est pas moi qu'il faut la poser, c'est au président de la République. On l'a en duplex. Mais non, d'abord, le terme décision est toujours extrêmement ambigu parce que derrière le mot décision se cache plein de choses. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin à très court terme, c'est de pouvoir engager la concertation avec le public. Donc, lancer le débat public pour réaliser une paire de réacteurs de type EPR2 sur le site de Penly dans le cadre d'un programme de 3 paires. C'est très important parce que d'abord, c'est le chemin critique, mais aussi parce qu'on a absolument besoin d'aller à la rencontre des Français dans ce cadre qui est prévu pour expliquer le programme, faire de la pédagogie sur ces enjeux, etc. Donc là, cette décision d'engager le débat public, c'est une décision, effectivement, que nous espérons avoir, et je sais pas, on a de bonnes chances en tous les cas. Si j'écoute ce qu'on nous dit, c'est un scénario probable, voire très très probable, qu'elle intervienne avant la présidentielle. On a ensuite besoin d'une décision qui est plutôt dans le domaine de la régulation, du financement et de prénotification vers Bruxelles. C'est un autre type de décision. On aura, le moment venu, besoin d'une décision très financière autour d'une décision finale d'investissement. C'est un autre type de décision. Et puis, en France, la décision de création, elle est prévue, c'est ce qu'on appelle un DAC, hein, c'est un décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire. Donc cette décision-là, elle est beaucoup plus lointaine. Hein, on parle là de quelque chose qui est plutôt autour de 2025. Vous voyez. Donc je crois que la difficulté dans ces projets, c'est que il y a d'une certaine façon, la décision, quand le président de la République prend la parole en disant « je vais lancer la construction de réacteurs nucléaires en France », c'est évidemment, d'un point de vue politique, extrêmement symbolique, extrêmement fort. C'est une décision en soi. Cette décision, ensuite, se décline dans des décisions plus opérationnelles, plus élémentaires. Alors, si je voulais rester sur du court terme, qu'est-ce qu'on peut avoir avant la présidentielle ou, je dirais, le cœur du sujet, c'est sur ça que tout le monde agit, se mobilise, c'est de pouvoir rentrer dans la concertation avec le public. Au passage, il est de bon ton, lorsqu'on va demander au public ce qu'il pense du projet, de ne pas avoir décidé de ce qu'on fera indépendamment de son avis. Donc, la règle, et nous y plions volontiers parce qu'elle nous semble tout à fait importante, c'est que d'abord, les décisions se prennent après concertation du public et pas avant. D'accord. Effectivement, pour information, la semaine prochaine, nous ferons un autre webinaire sur le thème de qu'est-ce qui se passe jusqu'au premier béton entre sa décision d'investissement, enfin cette décision, cette annonce. Ce sera avec Antoine Ménager d'EDF et nous aurons Bernard Accoyer pour avoir une vision politique de la question. Voilà. Alors, question suivante, cette fois-ci, on va partir sur le plan du climat, de l'adaptation au changement climatique. L'EPR2 intègre les questions du changement climatique. C'est même une des premières choses que vous avez expliquées pendant votre présentation. On sait que les sites sur rivière sont sensibles à cette question. En quoi l'EPR2 est adapté à des sites rivières, particulièrement pour la 3e paire en région Aura? Non. Effectivement, les sites en bord de rivière sont sensibles au changement climatique. J'allais dire pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'en fait, la question est qu'est-ce que vous avez prévu à la conception. Et donc, pour faire simple, s'il y a des spécialistes dans la salle, vous connaissez le site de Civaux. Sur le site de Civaux, il y a une gestion très particulière de la source froide qui est complètement adaptée et extrêmement résiliente au changement climatique. C'est-à-dire qu'on a... Alors, prélèvement d'eau faible, ça, c'est le principe des tours aéroréfrigérantes. Évidemment, on n'imagine pas aujourd'hui d'avoir des tranches en bord de rivière sans tours aéroréfrigérantes. De toute façon, la réglementation ne le permet plus.
plus. Donc, bien sûr, on est avec aéroréfrigérant, mais on va être avec des installations qui refroidissent les purges, qui vont faire que donc on rejette l'eau plus froide, éventuellement en période de sécheresse plus froide que ce qu'on la prend dans la rivière. Donc on peut descendre sur des échauffements nus, etc., etc. Donc on a des dispositions sur les sources froides et on a une expérience sur le site de Civaux qui nous donne tout à fait confiance sur ces futurs EPR et sur leur résilience au changement climatique. Quand en plus on parle d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on est sur le Rhône. Et pour ceux qui connaissent la Vienne, quand on a su accommoder la Vienne, on saura accommoder le Rhône. Voilà. Le changement climatique, c'est aussi un challenge. Enfin, aujourd'hui, dans les sujets qui sont très sensibles, il y a tout ce qui est la question des températures d'air. Et on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Parce que les températures d'air, on a aujourd'hui un certain nombre de systèmes qui sont refroidis à l'air. Et évidemment, si l'air est très très chaude, bah, leur refroidissement fonctionne moins bien. Voilà, et donc c'est plutôt sur ces sujets-là où on est extrêmement vigilant. On aurait pu parler actuellement, j'ai beaucoup de questions sur les sites bord de mer cette fois-ci, sur les questions de niveau de plateforme. Maintenant que la mer va s'élever, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ces sujets-là sont pris en compte. Et ça, c'est plutôt une spécificité des sites bord de mer. Et les calages plateformes tiennent compte de ça. Voilà, donc le changement climatique, il y a au moins un avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'études en ce moment sur ce qui va se passer, sur les différents scénarios. On travaille directement avec les scénarios du GIEC sur les scénarios hauts du GIEC. Hélas, on prend plutôt des scénarios pessimistes et pour adapter le design. D'accord. Au début de votre présentation, sur votre slide 5, où vous parliez de pourquoi est-ce que vous lancez 3 paires, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, etc. Donc cette slide a fait réagir. Est-ce que du coup, votre programme, votre proposition suppose de fait une extension de la durée de vie de tous les réacteurs 900, 1300 et 1450 à 60 ans? Alors là, d'une certaine façon, la réponse à cette question pèse assez peu sur la conclusion du slide. Aujourd'hui, ce qu'on a fait sur ce slide, dans un esprit consensuel, c'est qu'on s'est calé sur la PPE. Et donc, on a mis à 60 ans les réacteurs qui ne sont pas adressés là, dans les tools de la PPE, et puis les autres, on les a arrêtés conformément à la PPE. Bon, donc, la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Pour être très honnête, vous avez vu, hein, on parle de 15% d'un mix dont personne n'a encore dit ce qu'on va faire sur les 75% ou les 85% restants. Absolument. Et donc, le sujet des 60 ans, si les tranches vont à 70 ans, il y aura de la place. Je le vois. Une question qui est un peu afférente. Dans un précédent webinaire, effectivement, on a reçu Xavier Péchazic de RTE, qui nous a parlé un peu du pourquoi est-ce que dans leur scénario le plus optimisé, on était à 50% de nucléaire optimisé, en tout cas le plus nucléarisé, on était à 50% de nucléaire en 2050, et Xavier Péchazic l'a présenté comme des limites de la filière nucléaire. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que ce 50% maximum de nucléaire dans le mix 2050, c'est la filière ne peut pas faire mieux que ça? Je pense que dans sa question, en tous les cas, à mon avis, il faisait référence à effectivement des éléments que nous avons transmis. Il y a deux aspects à la question. Il y a la question de est-ce que les réacteurs existants peuvent aller au-delà de 60 ans? Moi, c'est pas moi qui répondrai à cette question-là, mais dans le 50%, ça peut jouer. Je pense que sa question faisait plutôt référence à des éléments de rythme de construction que nous avons transmis, effectivement, avec la filière. Et effectivement, aujourd'hui, nous ne défendons pas le lancement d'un programme type Tagada, où on lance 6 projets, enfin 6 tranches par an, parce qu'aujourd'hui, nous considérons que la filière n'est pas dans ce rythme. La filière industrielle française n'est pas dans ce rythme. Dit autrement, si vous me disiez, écoutez, vous lancez 6 EPR2, premier béton, dans 5 ans, on serait en très très grande difficulté dans l'industrie française pour tenir un tel rythme. Voilà, donc ça c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on pense que vu
l'état général de l'industrie française, et ce n'est pas spécifique au nucléaire, on parle bien d'une dynamique industrielle générale, on a besoin d'une rampe d'accélération. Et cette rampe d'accélération, c'est le rythme qu'on a proposé. Alors, on peut débattre, est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans entre les paires, tout ça, c'est des paramètres qui peuvent s'ajuster, mais ce n'est pas on lance X tranches la même année. Donc on ne part pas à un rythme de plusieurs tranches par an. En revanche, ce que l'on dit aussi, c'est que cette filière, elle a vocation à accélérer. Ce dont on parle là, c'est le début, c'est le rythme de démarrage. Et on peut tout à fait aller chercher des rythmes plus élevés une fois qu'on a pris la rampe. C'est-à-dire, ne démarrons pas zéro. Enfin, on n'a rien fait depuis le lancement de Flamanville en 2007, et puis tout d'un coup, il faudra en faire 6 la même année. Il y a besoin d'accélérer, que toute l'industrie prenne ce rythme de production et accélère, mais à l'inverse, on pense tout à fait que des rythmes, on lancerait un réacteur par an en deuxième partie de programme, seraient accessibles. Ça nécessite que tout le monde s'y mette, et ça nécessite, et je redis ce que j'avais dit tout à l'heure, de commencer. C'est-à-dire que si on veut aller vite dans longtemps, il faudrait commencer à courir maintenant. Et le vrai sujet, c'est pas de savoir est-ce qu'on en fait 1 ou 2 par an en 2060, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans les toutes prochaines années. On ne le dira jamais assez. Il faut prendre des décisions rapidement parce que le temps passe très vite. Alors, effectivement, sur le rythme de construction, il y a la question de la capacité industrielle. Il y a aussi la question des relations avec l'ASN, de comment est-ce que les enjeux de sûreté sont acceptés. On a une question sur l'ASN a-t-elle donné son accord sur la stabilisation du référentiel de sûreté sur les 3 paires? Alors, le terme donner son accord est un peu fort, c'est-à-dire que l'ASN, on est d'accord avec l'ASN sur le cadre des référentiels à prendre en compte pour le programme, et que, toute chose égale par ailleurs, ce programme pourra s'exécuter dans son ensemble sur ce cadre-là. L'ASN, au passage, a fait un vrai effort de synchronisme, puisque vous savez qu'ils ont travaillé sur ce qu'on appelle le guide 20, qui est le référentiel pour la conception des réacteurs il y a maintenant plusieurs années, de façon à publier le guide 20 au moment où nous en avions besoin. Elle a instruit le DOS, elle a instruit un certain nombre de choses. Voilà. Donc le travail de construction du cadre réglementaire a été fait. À l'inverse, il ne faudrait pas demander à l'ASN de signer un papier comme quoi, quel que soit l'événement qui se passe dans le monde ou le retour d'expérience qui intervient sur une tranche ou sur un parc, elle n'aura plus jamais de demande vers EDF. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça me choquerait. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'ASN gardera des marges de manœuvre pour répondre à des événements exogènes autour de la sûreté nucléaire. Et c'est très bien comme ça, c'est indispensable à l'acceptabilité du nucléaire. Voilà. Donc, vous voyez, une réponse en 2 temps. C'est-à-dire qu'on est très clair avec l'ASN et on a des documents qu'on partage avec eux sur qu'est-ce qu'on applique et sur quoi le programme a vocation à être réalisé en termes de référentiel, de code, de normes, etc. Et, toute chose égale par ailleurs, dans le reste du monde, l'ASN est d'accord pour réaliser le programme sur ces bases-là. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas demander à l'autorité de sûreté nucléaire de signer un chèque en blanc, comme quoi elle renonce à des prérogatives, notamment de prise en compte du retour d'expérience international ou national. Hein. Il est possible qu'au démarrage de Panly 3, il y ait quelque chose qui se produise, qui nécessite une prise en compte du retour d'expérience, et ce sera normal. D'accord, c'est très clair. On va encore prendre juste une remarque, j'en profite. On dit souvent que les instabilités de référentiel ont été une cause profonde des problèmes de Flamanville 3. Cette affirmation qui a pour principale caractéristique de nous faire du bien psychologiquement est assez fausse. Hein. C'est-à-dire que les difficultés de Flamanville 3, ce sont d'abord des difficultés de compétences, de filières industrielles, avant d'être des problèmes de référentiel. D'accord. On va essayer d'avoir encore 2 questions pour tenir à peu près le délai, même s'il y en a encore beaucoup derrière. Une question assez technique. Vous parlez de 3 trains de sûreté au lieu de 4 sur le PR. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de maintenance en fonctionnement? Oui, sur les trains de sauvegarde, sur les systèmes d'IRIS. Enfin, la personne qui a posé la question doit être un grand connaisseur parce que tout ce qu'elle a mis dans sa question est exact. Et il y a la réponse à sa question. D'accord.
Et question suivante, a-t-on une démarche coût-bénéfice en heures d'ingénierie sur chacune des modifications? Et la question derrière est encore plus forte, c'est n'a-t-on pas un risque de repartir sur une nouvelle tête de série? Ce qui est une question très forte, effectivement. Oui, alors on a une démarche coût-bénéfice effectivement sur l'effort d'ingénierie versus le gain de la modification. Je suis assez prudent sur cette démarche coût-bénéfice parce qu'elle a tendance à nous faire trop de modifications. C'est-à-dire qu'assez vite, l'effort d'ingénierie pèse moins que le gain escompté sur la modification elle-même, et donc on en conclurait que toute modification est bonne. Bon. Ce qu'on ne mesure jamais, c'est l'instabilité que ça génère sur la conception, parce qu'effectivement, à faire toutes les modifications, à la fin, on a une tranche qui ne ressemble plus à celle de départ. Voilà. Et donc, oui, c'est systématiquement fait, ce pesage, mais il est important quand on pèse de pousser un peu le curseur du côté de on refuse la modification, parce que sinon, on aurait tendance à trop faire de modifications. Voilà. Et donc là, on est exactement sur la question qu'évoquait Bertrand dans son propos liminaire, c'est qu'il y a un temps pour tout, et en particulier sur les modifications techniques. Aujourd'hui, l'heure n'est plus tellement à la modification technique. Éventuellement, on fait des modifications, par exemple, quand il y a des demandes de l'autorité de sûreté nucléaire, il y en a eu sur l'exclusion de rupture, bien sûr, on prend la modification par définition. On fait des modifications quand la séquence de basic design, ce premier cycle en V, a conduit à des modifications, bien sûr, on prend en compte. Mais des modifications de design de type quelqu'un a une idée, ça pourrait être mieux autrement, ben, c'est trop tard. Ça, c'était des sujets qui ont été instruits en 2016-2017 et qui ne sont plus à l'ordre du jour. D'accord. Écoutez, on va arrêter là, il est 14 h. Il reste encore beaucoup de questions, mais on ne pourra pas tous les prendre. Je m'excuse sincèrement auprès des intervenants qui ont posé la question. De toute manière, beaucoup portent sur les étapes jusqu'au premier béton. Donc, vous aurez des réponses la semaine prochaine dans le 3e webinaire avec Antoine Ménager et Bernard Accoyer sur les étapes entre la décision et le premier béton. Pour l'heure, Gabriel et Bertrand, je vous remercie beaucoup de votre intervention. C'était passionnant. Merci à tous de vos questions, de vos interventions. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.